L'affaire Le Rouge, partie 5 du livre audio, chapitre 8. Le jour même de la découverte du crime de la Jonchère, à l'heure précisément où le père Tabaret faisait sa démonstration dans la chambre de la victime, le vicomte Albert de Comarin montait en voiture pour se rendre à la gare du Nord, au-devant de son père. Le vicomte était fort pâle, ses traits tirés, ses yeux mornes, ses lèvres blêmies dénonçaient d'accablantes fatigues, l'abus de plaisirs écrasants ou de terribles soucis. Au surplus, tous les domestiques de l'hôtel avaient parfaitement observé que, depuis 5 jours, leur jeune maître n'était pas dans son assiette ordinaire. Il ne parlait qu'avec effort, mangeait à peine et avait sévèrement interdit sa porte. Le valet de chambre de monsieur le vicomte fit remarquer que ce changement, trop rapide pour ne pas être des plus sensibles, était survenu le dimanche matin à la suite de la visite d'un certain sieur Gerdy, avocat, lequel était resté près de 3 heures dans la bibliothèque. Le vicomte, gai comme un pinson à l'arrivée de ce personnage, avait, à sa sortie, l'air d'un déterré, et il n'avait plus quitté cette mine affreuse. Au moment de se faire conduire au chemin de fer, le vicomte paraissait se traîner avec tant de peine que M. Lubin, son valet de chambre, l'exhorta beaucoup à ne pas sortir. S'exposer au froid, c'était commettre une imprudence gratuite. Il serait plus sage à lui de se coucher et d'avaler une bonne tasse de tisane. Mais le comte de Comarin n'entendait point raillerie sur le chapitre des devoirs filiaux. Il était homme à pardonner à son fils les plus incroyables folies, les pires débordements, plutôt que ce qu'il appelait un manque de révérence. Il avait annoncé son arrivée par le télégraphe 24 heures à l'avance, donc l'hôtel devait être sous les armes, donc l'absence d'Albert à la gare lui choquait comme la plus outrageante des inconvenances. Le vicomte se promenait depuis 5 minutes dans la salle d'attente quand la cloche signala l'arrivée du train. Bientôt les portes qui donnent sur le quai s'ouvrirent et furent encombrées de voyageurs. La presse un peu dissipée, le comte apparut, suivi d'un domestique portant une immense pelisse de voyage garnie de fourrures précieuses. Le comte de Comarin annonçait bien 10 bonnes années de moins que son âge. Sa barbe et ses cheveux encore abondants grisonnaient à peine. Il était grand et maigre, marchait le corps droit et portait la tête haute, sans avoir rien cependant de cette disgracieuse roideur britannique, l'admiration et l'envie de nos jeunes gentilshommes. Sa tournure était noble, sa démarche aisée. Il avait de fortes mains, très belles, les mains d'un homme dont les ancêtres ont pendant des siècles donné de grands coups d'épée. Sa figure régulière présentait un contraste singulier pour celui qui l'étudiait. Tous ses traits respiraient une facile bonhomie, sa bouche était souriante, mais dans ses yeux clairs éclatait la plus farouche fierté. Ce contraste traduisait le secret de son caractère. Tout aussi exclusif que la marquise d'Arlange, il avait marché avec son siècle, ou du moins, il paraissait avoir marché. Autant que la marquise, il méprisait absolument tout ce qui n'était pas noble. Seulement son mépris s'exprimait d'une façon différente. La marquise affichait hautement et brutalement ses dédains. Le comte les dissimulait sous les recherches d'une politesse humiliante à force d'être excessive. La marquise aurait volontiers tutoyé ses fournisseurs. Le comte, chez lui, un jour que son architecte avait laissé tomber son parapluie, s'était précipité pour le ramasser. C'est que la vieille dame avait les yeux bandés, les oreilles bouchées, tandis que le comte avait beaucoup vu avec de bons yeux, beaucoup entendu avec une ouïe très fine. Elle était sotte et sans l'ombre du sens commun. Il avait de l'esprit, des vues presque larges et des idées. Elle rêvait le retour de tous les usages saugrenus, la restauration des niaiseries monarchiques, s'imaginant qu'on fait reculer les années comme les aiguilles d'une pendule. Il aspirait, lui, à des choses positives, au pouvoir, par exemple, sincèrement persuadé que son parti pouvait encore le ressaisir et le garder, et reconquérir sourdement et lentement, mais sûrement, tous les privilèges perdus. Mais, au fond, ils devaient s'entendre. Pour tout dire, le comte était le portrait flatté d'une certaine fraction de la société, et la marquise en était la caricature.
Il faut ajouter qu'avec ses égaux, M. de Commarin savait se départir de son écrasante urbanité. Il reprenait alors son caractère vrai, hautain, entier, intraitable, supportant la contradiction à peu près comme un étalon la piqûre d'une mouche. Dans sa maison, c'était un despote. En apercevant son père, Albert s'avança vers lui avec empressement. Ils se serrèrent la main, s'embrassèrent d'un air aussi noble que cérémonieux, et en moins d'une minute expédièrent la phraséologie banale des informations de retour et des compliments de voyage. Alors seulement, M. de Commarin parut s'apercevoir de l'altération si visible du visage de son fils. « Vous êtes souffrant, vicomte ?» demanda-t-il. « Non, monsieur, » répondit laconiquement Albert. Le comte fit un « ah » accompagné d'un certain mouvement de tête qui était chez lui comme un tic et exprimait la plus parfaite incrédulité. Puis il se retourna vers son domestique et lui donna brièvement quelques ordres. « Maintenant, » reprit-il en revenant à son fils, « rentrons vite à l'hôtel. J'ai hâte de me sentir chez moi. Et de plus, je mangerai avec plaisir, n'ayant rien pris aujourd'hui qu'une tasse de détestable bouillon. Ah, je ne sais quel buffet. » Monsieur de Commarin arrivait à Paris d'une humeur massacrante. Son voyage en Autriche n'avait pas amené les résultats qu'il espérait. Pour comble, s'étant arrêté chez un de ses anciens amis, il avait eu avec lui une discussion si violente qu'ils s'étaient séparés sans se donner la main. À peine installé sur les coussins de sa voiture, qui partit au galop, le comte ne put s'empêcher de revenir sur ce sujet qui lui tenait fort à cœur. « Je suis brouillé avec le duc de Sairmeuse, dit-il à son fils. « Il me semble, monsieur, répondit Albert sans la moindre intention de raillerie, que c'est ce qui ne manque jamais d'arriver lorsque vous restez plus d'une heure ensemble. C'est vrai, mais cette fois, c'est définitif. J'ai passé 4 jours chez lui, dans un état inconcevable d'exaspération. Maintenant, je lui ai retiré mon estime. Sairmeuse, vicomte, vend Gondrésie, une des belles terres du nord de la France. Il coupe les bois, met à l'encan le château où il est, une demeure princière qui va devenir une sucrerie. Il fait argent de tout, pour augmenter, à ce qu'il dit, ses revenus, pour acheter de la rente, des actions, des obligations. »« Et c'est la raison de votre rupture ?» demanda Albert sans trop de surprise. « Sans doute, n'est-elle pas légitime ? Mais, monsieur, vous savez que le duc a une famille nombreuse, il est loin d'être riche. »« Et ensuite ?» reprit le comte. « Qu'importe cela ? On se prive, monsieur, on vit de sa terre sur sa terre. On porte des sabots tout l'hiver, on fait donner de l'éducation à son aîné seulement, et on ne vend pas. Entre amis, on se doit la vérité, surtout quand elle est désagréable. J'ai dit à Sairmeuse ma pensée. Un noble qui vend ses terres comme une indignité, il trahit son parti. »« Oh, monsieur, fit Albert, essayant de protester. »« J'ai dit traître, continua le comte avec véhémence. Je maintiens ce mot. Retenez bien ceci, vicomte. La puissance a été, est et sera toujours à qui possède la fortune, à plus forte raison à qui détient le sol. Les hommes de 93 ont bien compris cela. En ruinant la noblesse, ils ont détruit son prestige bien plus sûrement qu'en abolissant les titres. Un prince à pied et sans laquais est un homme comme un autre. Le ministre de Juillet qui a dit aux bourgeois « Enrichissez-vous » n'était point un sot. Il leur donnait la formule magique du pouvoir. Les bourgeois ne l'ont pas compris. Ils ont voulu aller trop vite. Ils se sont lancés dans la spéculation. Ils sont riches aujourd'hui. Mais de quoi ? De valeurs de bourse, de titres de portefeuille, de papier, de chiffons, enfin. C'est de la fumée qu'ils cadenassent dans leurs coffres. Ils préfèrent le mobilier qui rapporte 8 aux prés, aux vignes, aux bois qui ne rendent pas 3 du cent. Le paysan n'est pas si fou. Dès qu'il a de la terre, grand comme un mouchoir de poche, il en veut grand comme une nappe, puis grand comme un drap. Le paysan est lent comme le bœuf de sa charrue. Mais il a sa ténacité, son énergie patiente, son obstination. Il marche droit vers son but, poussant ferme sur le joug, et sans que rien l'arrête ni le détourne. Pour devenir propriétaire, il se serre le ventre, et les imbéciles rient.
qui sera bien surpris quand il fera, lui aussi, 189. Le bourgeois et aussi les barons de la féodalité financière. » « Eh bien, interrogea le vicomte, vous ne comprenez pas ? Ce que fait le paysan, la noblesse le devait faire. Ruiné, son devoir était de reconstituer sa fortune. Le commerce lui est interdit, soit. L'agriculture lui reste. Au lieu de bouder niaisement depuis un demi-siècle, au lieu de s'endetter pour soutenir un train d'une ridicule mesquinerie, elle devait s'enfermer dans ses châteaux en province, et là travailler, se priver, économiser, acheter, s'étendre, gagner de proche en proche. Si elle avait pris ce parti, elle posséderait la France. Sa richesse serait énorme, car le prix de la terre s'élève de jour en jour. Sans effort, j'ai doublé ma fortune depuis 30 ans. Blanc-la-Ville, qui a coûté à mon père 100 000 écus en 1817, vaut maintenant plus d'1 million. Ainsi, quand j'entends la noblesse se plaindre, gémir, récriminer, je hausse les épaules. Tout augmente, dit-elle, et ses revenus restent stationnaires. À qui la faute ? Elle s'appauvrit d'année en année. Elle en verra bien d'autres. Bientôt elle en sera réduite à la besace, et les quelques grands noms qui nous restent finiront sur des enseignes. Et ce sera bien fait. Ce qui me console, c'est qu'alors le paysan, maître de nos domaines, sera tout-puissant, et qu'il attellera à ses voitures ces bourgeois qu'il hait autant que je les exècre moi-même. La voiture, en ce moment, s'arrêtait dans la cour, après avoir décrit ce demi-cercle parfait, la gloire des cochers qui ont gardé la bonne tradition. Le comte descendit le premier, et, appuyé sur le bras de son fils, il gravit les marches du perron. Dans l'immense vestibule, presque tous les domestiques en grande livrée formaient la haie. Le comte leur donna un coup d'œil en traversant, comme un officier à ses soldats avant la parade. Il parut satisfait de leur tenue et gagna ses appartements, situés au premier étage, au-dessus des appartements de réception. Jamais, nulle part, maison ne fut mieux ordonnée que celle du comte de Commarin, maison considérable, car la fortune lui permettait de soutenir un train à éblouir plus d'un principicule allemand. Il possédait à un degré supérieur le talent, il faudrait dire l'art, beaucoup plus rare qu'on ne le suppose, de commander à une armée de valets. Selon Rivarol, il est une façon de dire à un laquais « Sortez !» qui affirme mieux la race que 100 livres de parchemin. Les domestiques si nombreux du comte n'étaient pour lui ni une gêne, ni un souci, ni un embarras. Il lui était nécessaire, le servait bien, à sa guise et non à la leur. Il était l'exigence même, toujours prêt à dire « j'ai failli attendre ». Et cependant, il était rare qu'il eût un reproche à adresser. Chez lui, tout était si bien prévu, même et surtout l'imprévu, si bien réglé, arrangé à l'avance, d'une manière invariable, qu'il n'avait plus à s'occuper de rien. Si parfaite était l'organisation de la machine intérieure, qu'elle fonctionnait sans bruit, sans effort, sans qu'il fût besoin de la remonter sans cesse. Un rouage manquait, on le remplaçait et on s'en apercevait à peine. Le mouvement général entraînait le nouveau venu, et au bout de 8 jours, il avait pris le pli où il était renvoyé. Ainsi, le maître arrivait de voyage, et l'hôtel endormi s'éveillait comme sous la baguette d'un magicien. Chacun se trouvait à son poste, prêt à reprendre la besogne interrompue 6 semaines auparavant. On savait que le comte avait passé la journée en wagon, donc il pouvait avoir faim. Le dîner avait été avancé. Tous les gens, jusqu'au dernier marmiton, avaient présent à l'esprit l'article 1er de la charte de l'hôtel. Les domestiques sont faits, non pour exécuter des ordres, mais pour épargner la peine d'en donner. M. de Commarin finissait de réparer sur sa personne le désordre du voyage et de changer de vêtements, quand le maître d'hôtel, en bas de soie, parut et annonça que M. le comte était servi. Il descendit presque aussitôt, et le père et le fils se rencontrèrent sur le seuil de la salle à manger. C'est une vaste pièce, très haute de plafond comme tout le rez-de-chaussée de l'hôtel, et d'une simplicité magnifique. Un seul des 4 dressoirs qui la décorent encombrerait un de ces vastes appartements que les millionnaires de la dernière liquidation louent 15 000 francs au boulevard Malesherbes.
Un collectionneur pâmerait devant ces dressoirs, chargés à rompre d'émaux rares, de faïences merveilleuses et de porcelaine à faire verdir de jalousie un roi de Saxe. Le service de la table où prirent place le comte et Albert, dressé milieu de la salle, répondait à ce luxe grandiose. L'argenterie et les cristaux y resplendissaient. Le comte était un grand mangeur. Parfois il tirait vanité de cet appétit énorme qui eût été, pour un pauvre diable, une véritable infirmité. Il aimait à rappeler les grands hommes dont l'estomac est resté célèbre. Charles Quint dévorait des montagnes de viande. Louis XIV engloutissait à chaque repas la nourriture de 6 hommes ordinaires. Il soutenait volontiers à table qu'on peut presque juger les hommes à leur capacité digestive. Il les comparait à des lampes dont le pouvoir éclairant est en raison de l'huile qu'elles consument. La première demi-heure du dîner fut silencieuse. M. de Comarin mangeait en conscience, ne s'apercevant pas, ou ne voulant pas s'apercevoir, qu'Albert remuait sa fourchette et son couteau par contenance et ne touchait à aucun des mets placés sur son assiette. Mais avec le dessert, la mauvaise humeur du vieux gentilhomme reparut, fouetté par un certain vin de Bourgogne qu'il affectionnait et dont il buvait presque exclusivement depuis de longues années. Il ne détestait pas d'ailleurs se mettre la bile en mouvement après le dîner, professant cette théorie qu'une discussion modérée est un parfait digestif. Une lettre qui lui avait été remise à son arrivée et qu'il avait trouvé le temps de parcourir fut son prétexte et son point de départ. « J'arrive il y a 1 heure, dit-il à son fils, et j'ai déjà une homélie de Broix-Fresnay. »« Il écrit beaucoup, » observa Albert. « Trop, il se dépense en encre. Encore des plans, des projets, des espérances, véritables enfantillages. Il porte la parole au nom d'une 12aine de politiques de sa force. Ma parole d'honneur, ils ont perdu le sens. Ils parlent de soulever le monde. Il ne leur manque qu'un levier et un point d'appui. Je les trouve, moi qui les aime, à mourir de rire. » Et pendant 10 minutes, le comte chargea des plus piquantes injures et des épigrammes les plus vives ses meilleurs amis, sans paraître se douter que bon nombre de leurs ridicules étaient un peu les siens. « Si encore, continua-t-il plus sérieusement, s'ils avaient quelque confiance en eux, s'ils montraient une ombre d'audace, mais non, la foi même leur manque. Ils ne comptent que sur autrui, tantôt sur celui-ci et tantôt sur cet autre. Il n'est pas une de leurs démarches qui ne soit un aveu d'impuissance, une déclaration prématurée d'avortement. Je les vois continuellement en quête d'un mieux monté qui consent à les prendre en croupe. Ne trouvant personne, c'est qu'ils sont embarrassants. Ils en reviennent toujours au clergé comme à leurs premières amours. Là, pense-t-il, sont le salut et l'avenir. Le passé l'a bien prouvé. Ah, ils sont adroits. En somme, nous devons au clergé la chute de la Restauration. Et maintenant, en France, aristocratie et dévotion sont synonymes. Pour 7 millions d'électeurs, un petit-fils de Louis XIV ne peut marcher qu'à la tête d'une armée de robes noires, escorté de prédicants, de moines et de missionnaires, avec un état-major d'abbés, le cierge au vent. Et on a beau dire, le Français n'est pas dévot, et il hait les jésuites. N'est-ce pas votre avis, vicomte ? Albert ne put qu'incliner la tête en signe d'assentiment. Déjà, M. de Comarin continuait. « Ma foi, je le déclare, je suis las de marcher à la remorque de ces gens-là. Je perds patience quand je vois sur quel ton ils le prennent avec nous et à quel prix ils mettent leur alliance. Ils n'étaient pas si grands seigneurs jadis. Un évêque à la cour faisait une mince figure. Aujourd'hui, ils se sentent indispensables. Moralement, nous n'existons que par eux. Et quel rôle jouons-nous à leur profit ? Nous sommes le paravent derrière lequel ils jouent leur comédie. Quel duperie ! Est-ce que nos intérêts sont les leurs ? Ils se soucient de nous, monsieur, comme de l'an 8. Leur capitale est Rome, et c'est là que trône leur seul roi. Depuis je ne sais combien d'années, ils crient à la persécution, et jamais ils n'ont été si véritablement puissants. Enfin, si nous n'avons pas le sou, ils sont immensément riches. Les lois qui frappent les fortunes particulières ne les atteignent pas. Ils n'ont point d'héritiers qui se partagent leurs trésors et les divisent à l'infini. Ils possèdent la patience et le temps qui élèvent des montagnes avec des grains de sable. Tout ce qui va au clergé reste au clergé.
Rompez avec eux, alors, monsieur, dit Albert. Peut-être le faudrait-il, vicomte. Mais aurions-nous les bénéfices de la rupture? Et d'abord, y croirait-on? On venait de servir le café. Le comte fit un signe, les domestiques sortirent. Non, poursuivit-il, on n'y croirait pas. Puis ce serait la guerre et la trahison dans nos ménages. Ils nous tiennent, par nos femmes et nos filles, otages de notre alliance. Je ne vois plus, pour l'aristocratie française, qu'une planche de salut. Une bonne petite loi autorisant les majorats. Vous ne l'obtiendrez jamais, monsieur. Croyez-vous? Demanda monsieur de Commarin. Vous y opposeriez-vous donc, vicomte? Albert savait par expérience combien était brûlant ce terrain où l'attirait son père. Il ne répondit pas. Mettons donc que je rêve l'impossible, reprit le comte. Alors que la noblesse fasse son devoir, que toutes les filles de grande maison, que tous les cadets se dévouent, qu'ils laissent pendant 5 générations le patrimoine entier à l'aîné et se contentent chacun de 100 louis de rente. De cette façon encore, on peut reconstruire les grandes fortunes. Les familles, au lieu d'être divisées par des intérêts et des égoïsmes divers, seraient unies par une aspiration commune. Chaque maison aurait sa raison d'État, un testament politique, pour ainsi dire, que se lègueraient les aînés. Malheureusement, objecta le vicomte, le temps n'est plus guère au dévouement. Je le sais, monsieur, reprit vivement le comte. Je le sais très bien, et dans ma propre maison j'en ai la preuve. Je vous ai prié, moi, votre père, je vous ai conjuré de renoncer à épouser la petite fille de cette vieille folle de marquise d'Arlange. À quoi cela a-t-il servi? À rien. Et après 3 ans de lutte, il m'a fallu céder. Mon père, voulut commencer Albert. C'est bien, interrompit le comte. Vous avez ma parole. Brisons. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai prédit. Vous portez le coup mortel à notre maison. Vous serez, vous, un des grands propriétaires de la France. Ayez 4 enfants, ils seront à peine riches. Qu'eux-mêmes en aient chacun autant, et vous verrez vos petits-fils dans la gêne. Vous mettez tout au pis, mon père. Sans doute, et je le dois. C'est le moyen d'éviter les déceptions. Vous m'avez parlé du bonheur de votre vie. Misère, un homme vraiment noble songe à son nom avant tout. Mademoiselle d'Arlange est très jolie, très séduisante. Tout ce que vous voudrez. Mais elle n'a pas le sou. Je vous avais, moi, choisi une héritière. Que je ne saurais aimer. La belle affaire. Elle vous apportait dans son tablier 4 millions, plus que les rois d'aujourd'hui ne donnent en dot à leurs filles, sans compter les espérances. L'entretien, sur ce sujet, pouvait être interminable, mais en dépit d'une contrainte visible, le vicomte restait à 100 lieues de discussion. À peine, de temps à autre, et pour ne pas jouer le rôle de confident absolument muet, il prononçait quelques syllabes. Cette absence d'opposition irritait le comte encore plus qu'une contradiction obstinée. Aussi fit-il tous ses efforts pour piquer son fils. C'était sa tactique. Cependant, il prodigua vainement les mots provoquants et les allusions méchantes. Bientôt, il fut sérieusement furieux contre son fils, et sur une laconique réponse, il s'emporta tout à fait. « Parbleu !» s'écria-t-il, « le fils de mon intendant ne raisonnerait pas autrement que vous. Quel sang avez-vous donc dans les veines? Je vous trouve bien peuple pour un vicomte de Commarin. » Il est des situations d'esprit où la moindre conversation est extrêmement pénible. Depuis 1 heure, en écoutant son père et en lui répondant, Albert subissait un intolérable supplice. La patience dont il était armé lui échappa enfin. « Eh !» répondit-il, « si je suis peuple, monsieur, il y a peut-être de bonnes raisons pour cela. » Le regard dont le vicomte accentua cette phrase était si éloquent et si explicite que le comte eut un brusque haut-le-corps. Toute animation de l'entretien tomba, et c'est d'une voix hésitante qu'il demanda « Que voulez-vous dire, vicomte ?» Albert, la phrase lancée, l'avait regretté, mais il était trop avancé pour reculer. « Monsieur, répondit-il, avec un certain embarras, j'ai à vous entretenir de choses graves. Mon honneur, le vôtre, celui de notre maison sont en jeu. Je devais avoir avec vous une explication, et je comptais la remettre à demain, ne voulant pas troubler la soirée de votre retour. Néanmoins,
si vous l'exigez. » Le comte écoutait son fils avec une anxiété mal dissimulée. On eût dit qu'il devinait où il allait en venir, et qu'il s'épouvantait de l'avoir deviné. « Croyez, monsieur, continuait Albert, cherchant ses mots, que jamais, quoi que vous ayez fait, ma voix ne s'élèvera pour vous accuser. Vos bontés constantes pour moi, c'est tout ce que put supporter monsieur de Comarin. »« Trêve de préambule, interrompit-il durement. Les faits sans phrase. » Albert tarda à répondre. Il se demandait comment et par où commencer. « Monsieur, dit-il enfin, en votre absence, j'ai eu sous les yeux toute votre correspondance avec madame Valérie Gerdy. Toute, ajouta-t-il, soulignant ce mot déjà si significatif. Le comte ne laissa pas à Albert le temps d'achever sa phrase. Il s'était levé comme si un serpent l'eût mordu, si violemment que sa chaise alla rouler à 4 pas. « Plus un mot !» s'écria-t-il d'une voix terrible. « Plus une syllabe, je vous le défends !» Mais il eut honte, sans doute, de ce premier mouvement, car presque aussitôt il reprit son sang-froid. Il releva même sa chaise avec une affectation visible de calme et la replaça devant la table. « Qu'on vienne donc encore nier les pressentiments, reprit-il d'un ton qu'il essayait de rendre léger et railleur. Il y a 2 semaines, au chemin de fer, en apercevant votre face blême, j'ai flairé quelque méchante aventure. J'ai deviné que vous saviez peu ou beaucoup de cette histoire. Je l'ai senti. J'en ai été sûr. » Il y eut un long moment de ce silence si pesant de 2 interlocuteurs, de 2 adversaires qui se recueillent avant d'entamer de redoutables explications. D'un commun accord, le père et le fils détournaient les yeux et évitaient de laisser se croiser et se rencontrer leurs regards peut-être trop éloquents. À un bruit qui se fit dans l'antichambre, le comte se rapprocha d'Albert. « Vous l'avez dit, monsieur, prononça-t-il. L'honneur commande. Il importe d'arrêter une ligne de conduite et de l'arrêter sans retard. Veuillez me suivre chez moi. » Il sonna, un valet parut aussitôt. « Prévenez, lui dit-il, que ni monsieur le vicomte ni moi n'y sommes pour personne au monde. » Chapitre 9. La révélation qui venait de se produire avait beaucoup plus irrité que surpris le comte de Comarin. Faut-il le dire, depuis 20 ans, il redoutait de voir éclater la vérité. Il savait qu'il n'est pas de secret si soigneusement gardé qui ne puisse s'échapper, et son secret, à lui, 4 personnes l'avaient connu, 3 le possédaient encore. Il n'avait pas oublié qu'il avait commis cette imprudence énorme de le confier au papier, comme s'il ne se fût plus souvenu qu'il est des choses qu'on n'écrit pas. Comment, lui, un diplomate prudent, un politique hérissé de précautions, avait-il pu écrire ? Comment, ayant écrit, avait-il laissé subsister cette correspondance accusatrice ? Comment n'avait-il pas anéanti, coûte que coûte, ces preuves écrasantes qui, d'un instant à l'autre, pouvaient se dresser contre lui ? C'est ce qu'il serait malaisé d'expliquer sans une passion folle, c'est-à-dire aveugle, sourde et imprévoyante jusqu'au délire. Le propre de la passion est de si bien croire à sa durée qu'à peine elle se trouve satisfaite de la perspective de l'éternité. Absorbée complètement dans le présent, elle ne prend nul souci de l'avenir. Quel homme d'ailleurs songe jamais à se mettre en garde contre la femme dont il est épris ? Toujours Samson amoureux livrera, sans défense, sa chevelure aux ciseaux de Dalila. Tant qu'il avait été l'amant de Valérie, le comte n'avait pas eu l'idée de redemander ses lettres à cette complice adorée. Si elle lui fût venue, cette idée, il l'eût repoussée comme outrageante pour le caractère d'un ange. Quel motif pouvait lui faire suspecter la discrétion de sa maîtresse ? Aucun. Il devait la supposer bien plus que lui intéressée à faire disparaître jusqu'à la plus légère trace des événements passés. N'était-ce pas elle, en définitive, qui avait recueilli les bénéfices de l'acte odieux, qui avait usurpé le nom et la fortune d'un autre ? N'était-ce pas son fils ? Lorsque 8 années plus tard, se croyant trahi, le comte rompit une liaison qui avait fait son bonheur, il songea à rentrer en possession de cette funeste correspondance. Il ne sut quel moyen employer,
1000 raisons l'empêchaient d'agir. La principale est qu'à aucun prix, il ne voulait se retrouver en présence de cette femme jadis trop aimée. Il ne se sentait assez sûr ni de sa colère, ni de sa résolution pour affronter les larmes qu'elle ne manquerait pas de répandre. Pourrait-il, sans faiblir, soutenir les regards suppliants de ces beaux yeux qui si longtemps avaient eu tout empire sur son âme ? Revoir cette maîtresse de sa jeunesse, c'était s'exposer à pardonner, et il avait été trop cruellement blessé dans son orgueil et dans son affection pour admettre l'idée de retour. D'un autre côté, se confier à un tiers était absolument impraticable. Il s'abstint donc de toute démarche, s'ajournant indéfiniment. « Je la verrai, se disait-il, mais quand je l'aurai si bien arrachée de mon cœur qu'elle me sera devenue indifférente. Je ne veux pas lui donner la joie de ma douleur. » Ainsi, les mois et les années se passèrent, et il en vint à se dire, à se prouver qu'il était désormais trop tard. En effet, il est des souvenirs qu'il est imprudent de réveiller. Il est des circonstances où une défiance injuste devient la plus maladroite des provocations. Demander à qui est armé de rendre ses armes, n'est-ce pas le pousser à s'en servir ? Après si longtemps, venir réclamer ses lettres, c'était presque déclarer la guerre. D'ailleurs, existait-elle encore ? Qui le prouverait ? Qui garantissait que Madame Gerdy ne les avait pas anéantis, comprenant que leur existence était un péril et que leur destruction seule assurait l'usurpation de son fils ? Monsieur de Commarin ne s'aveugla pas, mais, se trouvant dans une impasse, il pensa que la suprême sagesse était de s'en remettre au hasard, et il laissa, pour sa vieillesse, cette porte ouverte à l'hôte qui vient toujours, le malheur. Et cependant, depuis plus de 20 années, jamais un jour ne s'était écoulé sans qu'il maudît l'inexcusable folie de sa passion. Jamais il n'eût pu prendre sur lui d'oublier qu'au-dessus de sa tête, un danger plus terrible que l'épée de Damoclès était suspendu par un fil que le moindre accident pouvait rompre. Aujourd'hui, ce fil était brisé. Maintes fois, rêvant à la possibilité d'une catastrophe, il s'était demandé comment parer un coup si fatal. Souvent, il s'était dit « Que resterait-il à faire si tout se découvrait ?» Il avait conçu et rejeté bien des plans. Il s'était bercé, à l'exemple des hommes d'imagination, de bien des projets chimériques, et voilà que la réalité le prenait comme au dépourvu. Albert resta respectueusement debout, pendant que son père s'asseyait dans son grand fauteuil armorié, précisément au-dessous d'un cadre immense où l'arbre généalogique de l'illustre famille de Rétaux de Commarin étalait ses luxuriants rameaux. Le vieux gentilhomme ne laissait rien voir des appréhensions cruelles qui l'étreignaient. Il ne semblait ni irrité ni abattu. Seulement, ses yeux exprimaient une hauteur encore plus dédaigneuse qu'à l'ordinaire, une assurance pleine de mépris à force d'être imperturbable. « Maintenant, vicomte, commença-t-il d'une voix ferme, expliquez-vous. Je ne vous dirai rien de la situation d'un père condamné à rougir devant son fils. Vous êtes fait pour la comprendre et la plaindre. Épargnons-nous mutuellement et tâchez de rester calme. Parlez. Comment avez-vous eu connaissance de ma correspondance ? » Albert, lui aussi, avait eu le temps de se recueillir et de se préparer à la lutte présente, depuis 4 jours qu'il attendait cet entretien avec une mortelle impatience. Le trouble qui s'était emparé de lui au premier mot avait fait place à une contenance digne et fière. Il s'exprimait purement et nettement, sans s'égarer dans ces détails si fatigants lorsqu'il s'agit d'une chose grave et qui recule inutilement le but. « Monsieur, répondit-il, dimanche matin, un jeune homme s'est présenté ici, affirmant qu'il était chargé pour moi d'une mission de la plus haute importance et qui devait rester secrète. Je l'ai reçu. C'est lui qui m'a révélé que je ne suis, hélas, qu'un enfant naturel substitué par votre affection à l'enfant légitime que vous avez eu de Madame de Commarin. »« Et vous n'avez pas fait jeter cet homme à la porte » s'exclama le comte. « Non, monsieur. » J'allais répliquer fort vivement, sans doute, lorsque, me présentant une liasse de lettres,
il me pria de les lire avant de rien répondre. « Ah !» s'écria M. de Comarin. « Il fallait les lancer au feu. Vous aviez du feu, j'imagine. Quoi, vous les avez tenues entre vos mains et elles subsistent encore. Que n'étais-je là, moi ?» « Monsieur !» fit Albert d'un ton de reproche. Et se souvenant de la façon dont Noël s'était placé devant la cheminée et de l'air qu'il avait en s'y plaçant, il ajouta : « Cette pensée me fut venue, qu'elle eût été irréalisable. D'ailleurs, j'avais au premier coup d'œil reconnu votre écriture. J'ai donc pris les lettres et je les ai lues. Et alors ? Alors, monsieur, j'ai rendu cette correspondance à ce jeune homme et je lui ai demandé un délai de 8 jours. Non pour le consulter, il n'en était pas besoin, mais parce que je jugeais un entretien avec vous indispensable. Aujourd'hui donc, je viens vous adjurer de me dire si cette substitution a en effet eu lieu. »« Certainement, répondit le comte avec violence. Oui, certainement, par malheur. Vous le savez bien, puisque vous avez lu que j'écrivais à madame Gerdy. À votre mère. » Cette réponse, Albert la connaissait à l'avance. Il l'attendait. Elle l'accabla pourtant. Il est de ces infortunes si grandes qu'il faut, pour y croire, les apprendre, pour ainsi dire, plusieurs fois. Cette défaillance dura moins qu'un éclair. « Pardonnez-moi, monsieur, reprit-il. J'avais une conviction, mais non pas une assurance formelle. Toutes les lettres que j'ai lues disent nettement vos intentions, détaillent minutieusement votre plan. Aucune n'indique, ne prouve du moins, l'exécution de votre projet. » Le comte regarda son fils d'un air de surprise profonde. Il avait encore toutes ces lettres présentes à la mémoire, et il se rappelait que 20 fois, écrivant à Valérie, il s'était réjoui du succès, la remerciant de s'être soumise à ses volontés. « Vous n'êtes donc pas allé jusqu'au bout, vicomte ?» dit-il. « Vous n'avez donc pas tout lu ?»« Tout, monsieur, et avec une attention que vous devez comprendre. Je puis vous affirmer que la dernière lettre qui m'a été montrée annonce simplement à madame Gerdy l'arrivée de Claudine Lerouge, de la nourrice qui a été chargée d'accomplir l'échange. Je ne savais rien au-delà. »« Pas de preuves matérielles, » murmura le comte. « On peut concevoir un dessein, le caresser longtemps, puis au dernier moment l'abandonner. Cela se voit souvent. » Il se reprochait d'avoir été si prompt à répondre. Albert avait des soupçons sérieux. Il venait de les changer en certitude. Quelle maladresse ! « Il n'y a pas de doute possible, se disait-il. Valérie a détruit les lettres les plus concluantes, celles qui lui ont paru les plus dangereuses, celles que j'écrivais après. Mais pourquoi avoir conservé les autres, déjà si compromettantes, et les ayant gardées, comment a-t-elle pu s'en dessaisir ? » Albert restait toujours debout, immobile, attendant un mot du comte. Quel serait-il ? Son sort, sans doute, se décidait en ce moment dans l'esprit du vieillard. « Peut-être est-elle morte, » dit à haute voix M. de Comarin. Et à cette pensée que Valérie était morte, sans qu'il l'eût revue, il tressaillit douloureusement. Son cœur, après une séparation volontaire de plus de 20 ans, se serra, tant ce premier amour de son adolescence avait jeté en lui de profondes racines. Il l'avait maudite. En ce moment, il pardonnait. Elle l'avait trompé, c'est vrai, mais ne lui devait-il pas les seules années de bonheur ? N'avait-elle pas été toute la poésie de sa jeunesse ? Avait-il eu, depuis elle, une heure seulement de joie, d'ivresse ou d'oubli ? Dans la disposition d'esprit où il se trouvait, son cœur ne retenait que les bons souvenirs, comme un vase qui, une première fois empli de précieux aromates, en garde le parfum jusqu'à sa destruction. « Pauvre femme !» murmura-t-il encore. Il soupira profondément. 3 ou 4 fois, ses paupières clignotèrent, comme si une larme eût été près de lui venir. Albert le regardait avec une curiosité inquiète. C'était la première fois, depuis que le vicomte était homme, qu'il surprenait sur le visage de son père d'autres émotions que celles de l'ambition ou de l'orgueil vaincu ou triomphant. Mais M. de Comarin n'était pas d'une trempe à se laisser longtemps aller à l'attendrissement. « Vous ne m'avez pas dit, vicomte, demanda-t-il, qui vous avait envoyé ce messager de malheur ? » « Il venait en son nom, monsieur.
ne voulant, il me l'a dit, mêler personne à cette triste affaire. Ce jeune homme n'était autre que celui dont j'ai pris la place. Votre fils légitime, M. Noël Gerdy lui-même. » « Oui, » fit le comte à demi-voix. « Noël, c'est bien son nom, je me souviens. » Et avec une hésitation évidente, il ajouta : « Vous a-t-il parlé de sa mère ? De votre mère ? » ?»« À peine, monsieur. Il m'a seulement déclaré qu'il venait à son insu, que le hasard seul lui avait livré le secret qu'il venait me révéler. » Monsieur de Commarin ne répliqua pas. Il ne lui restait plus rien à apprendre. Il réfléchissait. Le moment définitif était venu, et il ne voyait qu'un seul moyen de le retarder. « Voyons, vicomte, dit-il, enfin d'un ton affectueux qui stupéfia Albert. Ne restez pas ainsi debout. Asseyez-vous là, près de moi, et causons. Unissons nos efforts pour éviter, s'il se peut, un grand malheur. Parlez-moi en toute confiance, comme un fils à son père. Avez-vous songé à ce que vous avez à faire ? Avez-vous pris quelque détermination ? Il me semble, monsieur, qu'il n'y a pas d'hésitation possible. Comment l'entendez-vous ? Mon devoir, mon père, est, ce me semble, tout tracé. Devant votre fils légitime, je dois me retirer sans plainte, sinon sans regret. Qu'il vienne, je suis prêt à lui rendre tout ce que, sans m'en douter, je lui ai pris trop longtemps. L'affection d'un père, sa fortune et son nom. Le vieux gentilhomme, à cette réponse si digne, ne sut pas garder le calme qu'en commençant il avait recommandé à son fils. Son visage devint pourpre et il ébranla la table du plus furieux coup de poing qu'il eût donné en sa vie. Lui, toujours si mesuré, si convenable en toute occasion, il s'emporta en jurant que n'eût pas désavoué un vieux sous-officier de cavalerie. « Et moi, monsieur, je vous déclare que ce que vous rêvez là n'arrivera jamais. Non, cela ne sera pas, je vous le jure. Ce qui est fait est bien fait. Quoi qu'il advienne, entendez-vous, monsieur. Les choses resteront ce qu'elles sont, parce que telle est ma volonté. Vicomte de Commarin vous êtes, vicomte de Commarin vous resterez, et malgré vous, s'il le faut. Vous le serez jusqu'à la mort, ou du moins jusqu'à la mienne. Car jamais, moi vivant, votre projet insensé ne s'accomplira. » « Cependant, monsieur, » commença timidement Albert. « Je vous trouve bien osé, monsieur, de m'interrompre quand je parle, » s'exclama le comte. « Ne sais-je pas d'avance toutes vos objections ? Vous m'allez dire, n'est-ce pas, que c'est une injustice révoltante, une odieuse spoliation ? J'en conviens. Et plus que vous, j'en gémis. Pensez-vous donc que d'aujourd'hui seulement je me repens de l'égarement fatal de ma jeunesse ? Il y a 20 ans, monsieur, que je regrette mon fils légitime. 20 ans que je me maudis de l'iniquité dont il est victime. Et cependant, j'ai su me taire et cacher les chagrins et les remords qui hérissent d'épines mon oreiller. En un moment, votre stupide résignation rendrait mes longues souffrances inutiles. Non, je ne le permettrai pas. » Le comte lut une réplique sur les lèvres de son fils. Il l'arrêta d'un regard foudroyant. « Croyez-vous donc, poursuivit-il, que je n'ai pas pleuré au souvenir de mon fils légitime usant sa vie à lutter contre la médiocrité ? Pensez-vous qu'il ne m'est pas venu d'ardents désirs de réparation ? Il y a eu des jours, monsieur, où j'aurais donné la moitié de ma fortune seulement pour embrasser cet enfant d'une femme que j'ai su trop tard apprécier. La crainte de faire planer sur votre naissance l'ombre d'un soupçon m'a retenu. Je me suis sacrifié à ce grand nom de Commarin que je porte. Je l'ai reçu sans tache de mes pères. Tel, vous le léguerez à vos fils. Votre premier mouvement a été bon, généreux, chevaleresque, mais il faut l'oublier. Songez-vous au scandale, si jamais notre secret était livré au public. Ne devinez-vous pas la joie de nos ennemis, de cette tourbe de parvenus qui nous environne ? Je frémis en songeant à l'odieux et au ridicule qui jaillirait sur votre nom. Trop de familles, déjà, ont des taches de boue sur leur blason. Je n'en veux pas au mien. » Monsieur de Commarin s'interrompit quelques minutes, sans qu'Albert osât prendre la parole, tant, depuis son enfance, il était habitué à respecter les moindres volontés du terrible gentilhomme. « Nous chercherions vainement, reprit le comte. Il n'est pas de transaction possible.
Puis-je, demain, vous renier et présenter Noël pour mon fils ? Dire « Excusez, celui-ci n'est pas le vicomte, c'est cet autre ». Ne faut-il pas que les tribunaux interviennent ? Qu'importe que ce soit tel ou tel qui se nomme ou Benoît, ou Durand, ou Bernard. Mais quand on s'est appelé Comarin un seul jour, c'est ensuite pour la vie. La morale n'est pas la même pour tous, parce que tous n'ont pas le même devoir. Dans notre situation, les erreurs sont irréparables. Armez-vous donc de courage et montrez-vous digne de ce nom que vous portez. L'orage vient, tenons tête à l'orage. L'impassibilité d'Albert ne contribuait pas peu à augmenter l'irritation de M. de Comarin. Fortifié dans une résolution immuable, le vicomte écoutait comme on remplit un devoir, et sa physionomie ne reflétait aucune émotion. Le comte comprenait qu'il ne l'ébranlait pas. « Qu'avez-vous à répondre ?» lui dit-il. « Qu'il me semble, monsieur, que vous ne soupçonnez même pas tous les périls que j'entrevois. Il est malaisé de maîtriser les révoltes de sa conscience. »« Vraiment ?» interrompit railleusement le comte. « Votre conscience se révolte. Elle choisit mal son moment. Vos scrupules viennent trop tard. Tant que vous n'avez vu dans ma succession qu'un titre illustre et une douzaine de millions, elle vous a souri. Aujourd'hui, elle vous apparaît grevée d'une lourde faute, d'un crime, si vous voulez, et vous demandez à ne l'accepter que sous bénéfice d'inventaire ? Renoncez à cette folie. Les enfants, monsieur, sont responsables des pères, et ils le seront tant que vous honorerez le nom d'un grand homme. Bon gré, mal gré, vous serez mon complice. Bon gré, mal gré, vous porterez le fardeau de la situation telle que je l'ai faite. Et quoi que vous puissiez souffrir, croyez que cela n'approchera jamais de ce que j'endure, moi, depuis des années. « Eh, monsieur !» s'écria Albert, « est-ce donc moi, le spoliateur, qui ai à me plaindre ? N'est-ce pas au contraire le dépossédé ? Ce n'est pas moi qu'il s'agit de convaincre, mais bien monsieur Noël Gerdy. »« Noël ?» demanda le comte. « Votre fils légitime ? Oui, monsieur. Vous me traitez en ce moment comme si l'issue de cette malheureuse affaire dépendait uniquement de ma volonté. Vous imaginez-vous donc que M. Gerdy sera de si facile composition et se taira ? Et s'il élève la voix, espérez-vous le toucher beaucoup avec les considérations que vous m'exposez ? Je ne le redoute pas. Et vous avez tort, monsieur, permettez-moi de vous le dire. Accordez à ce jeune homme, et j'y consens, une âme assez haute pour ne désirer ni votre rang, ni votre fortune. Mais songez à tout ce qu'il doit s'être amassé de fiel dans son cœur. Il ne peut pas ne pas avoir un cruel ressentiment de l'horrible injustice dont il a été victime. Il doit souhaiter passionnément une vengeance, c'est-à-dire la réparation. Il n'y a pas de preuves. Il a vos lettres, monsieur. Elles ne sont pas décisives, vous me l'avez dit. C'est vrai, monsieur. Et cependant, elles m'ont convaincu, moi, qui avais intérêt à ne pas l'être. Puis, s'il lui faut des témoins, il en trouvera. Et qui donc, vicomte ? Vous, sans doute ? Vous-même, monsieur. Le jour où il le voudra, vous nous trahirez. Qu'il vous fasse appeler devant les tribunaux, et que là, sous la foi du serment, on vous adjure, on vous somme de dire la vérité, que répondrez-vous ? Le front de M. de Comarin se rembrunit encore à cette supposition si naturelle. Il délibérait ainsi, avec l'honneur si puissant en lui. « Je sauverai le nom de mes ancêtres, dit-il enfin. Albert secoua la tête d'un air de doute. « Au prix d'un faux serment, mon père, dit-il. C'est ce que je ne croirai jamais. Supposons-le pourtant. Alors il s'adressera à madame Gerdy. « Oh, je puis répondre d'elle, s'écria le comte. Son intérêt l'a fait notre allié. Au besoin, je la verrai. Oui, ajouta-t-il avec effort, j'irai chez elle, je lui parlerai, et je vous garantis qu'elle ne nous trahira pas. Et Claudine, continua le jeune homme, se taira-t-elle aussi ? Pour de l'argent, oui, et je lui donnerai ce qu'elle voudra. Et vous vous fiez, mon père, à un silence payé, comme si on pouvait être sûr d'une conscience achetée. Qui s'est vendu à vous peut se vendre à un autre. Une certaine somme lui fermera la bouche, une plus forte la lui fera ouvrir.
Je saurai l'effrayer. Vous oubliez, mon père, que Claudine le Rouge a été la nourrice de monsieur Gerdy, qu'elle s'intéresse à son bonheur, qu'elle l'aime. Savez-vous qu'il ne sait pas assurer son concours ? Elle demeure à Bougival, j'y suis allé, je me le rappelle, avec vous. Sans doute, il la voyait souvent. C'est peut-être elle qui l'a mis sur la trace de votre correspondance. Il m'a parlé d'elle en homme bien certain de son témoignage. Il m'a presque proposé d'aller me renseigner près d'elle. « Hélas !» s'écria le comte. « Que n'est-ce Claudine qui est morte à la place de mon fidèle Germain ?» « Vous le voyez, monsieur, » conclut Albert. « Claudine le Rouge seule rendrait vains tous vos projets. »« Eh bien, non !» s'écria monsieur de Commarin. « Je trouverai un expédient. » L'entêté gentilhomme ne voulait pas se rendre à l'évidence dont les clartés l'aveuglaient. Depuis 1 heure, il divaguait absolument, et divaguait de bonne foi. L'orgueil de son sang paralysait en lui un bon sens pratique très exercé et obscurcissait une lucidité remarquable. S'avouer vaincu par une nécessité de la vie l'humiliait et lui paraissait honteux, indigne de lui. Il ne se souvenait pas d'avoir, en sa longue carrière, rencontré de résistance invincible ni d'obstacle absolu. Il était un peu comme ces Hercules qui, n'ayant pas expérimenté la limite de leur force, se persuadent qu'ils soulèveraient des montagnes si la fantaisie leur en venait. Il avait aussi le malheur de tous les hommes d'imagination qui s'éprennent de leurs chimères, qui prétendent toujours les faire triompher, comme s'il suffisait de vouloir fortement pour changer les rêveries en réalité. C'est Albert, cette fois, qui rompit un silence dont la durée menaçait de se prolonger. « Je crois m'être aperçu, monsieur, dit-il, que vous redoutez surtout la publicité de cette lamentable histoire. Le scandale possible vous désespère. Eh bien, c'est surtout si nous nous obstinons à lutter que le tapage sera effroyable. Que demain une instance s'entame, notre procès sera dans 4 jours le sujet de conversation de l'Europe. Les journaux s'empareront des faits et Dieu sait de quels commentaires ils les accompagneront. L'hypothèse d'une lutte admise, notre nom, quoi qu'il arrive, traînera dans tous les papiers de l'univers. Si encore nous étions sûrs de gagner. Mais nous devons perdre, mon père, nous perdrons. Alors, représentez-vous l'éclat. Songez à la flétrissure imprimée par l'opinion publique. Je songe, dit le comte, que pour parler ainsi, il faut que vous n'ayez ni respect, ni affection pour moi. C'est qu'il est de mon devoir, monsieur, de vous montrer tous les malheurs que je redoute, pendant qu'il est encore temps de les éviter. Monsieur Noël Gerdy est votre fils légitime. Reconnaissez-le, accueillez ses justes prétentions. Qu'il vienne, nous pouvons, à bas bruit, faire rectifier les états civils. Il sera facile de mettre l'erreur sur le compte d'une nourrice, de Claudine le Rouge, par exemple. Toutes les parties étant d'accord, il n'y aura pas la moindre objection. Alors, qui empêche le nouveau vicomte de Commarin de quitter Paris, de se faire perdre de vue ? Il peut voyager en Europe pendant 4 ou 5 ans. Au bout de ce temps, tout sera oublié et personne ne se souviendra plus de moi. Monsieur de Commarin n'écoutait pas. Il réfléchissait. « Mais au lieu de lutter, vicomte, s'écria-t-il, on peut transiger. Ces lettres, on peut les racheter. Que veut-il, ce jeune homme ? Une position et de la fortune. Je lui assurerai l'une et l'autre. Je le ferai aussi riche qu'il l'exigera. Je lui donnerai 1 million, s'il le faut, 2, 3, la moitié de ce que je possède. Avec de l'argent, voyez-vous, beaucoup d'argent. Épargnez-le, monsieur. Il est votre fils. Malheureusement, et je le voudrais aux 500 diables. Je me montrerai, il transigera. Je lui prouverai que, pot de terre, il a tort de lutter contre le pot de fer, et, s'il n'est pas un sot, il comprendra. Le comte se frottait les mains en parlant. Il était ravi de cette belle idée de transaction. Elle ne pouvait manquer de réussir. Une foule d'arguments se présentait à son esprit pour le lui prouver. Il allait donc acheter sa tranquillité perdue. Mais Albert ne semblait pas partager les espérances de son père. « Vous allez peut-être m'en vouloir, monsieur, dit-il d'un ton triste, de vous arracher cette illusion dernière.
Mais il le faut. Ne vous bercez pas de ce songe d'un arrangement amiable. Le réveil vous serait trop cruel. J'ai vu M. Gerdy, mon père, et ce n'est pas, je vous l'affirme, un de ces hommes qu'on intimide. S'il est une nature énergique, c'est la sienne. Il est bien votre fils, celui-là, et son regard, comme le vôtre, annonce une volonté de fer qu'on brise, mais qui ne fléchit pas. J'entends encore sa voix frémissante de ressentiment, tandis qu'il me parlait. Je vois encore le feu sombre de ses yeux. Non, il ne transigera pas. Il veut tout ou rien, et je ne puis dire qu'il a tort. Si vous résistez, il vous attaquera sans que nulle considération l'en empêche. Fort de ses droits, il s'attachera à vous avec le plus terrible acharnement. Il vous traînera de juridiction en juridiction. Il ne s'arrêtera qu'après une défaite définitive ou un triomphe complet. Habitué à l'obéissance absolue, presque passive, de son fils, le vieux gentilhomme s'étonnait de cette opiniâtreté inattendue. « Où voulez-vous en venir ?» demanda-t-il. « À ceci, monsieur, que je me mépriserais si je n'épargnais pas les plus grandes calamités à votre vieillesse. Votre nom ne m'appartient pas, je reprendrai le mien. Je suis votre fils naturel, je céderai la place à votre fils légitime. Permettez-moi de me retirer avec les honneurs du devoir librement accompli. Souffrez que je n'attende pas un arrêt du tribunal qui me chasserait honteusement. »« Quoi ?» dit le comte abasourdi. « Vous m'abandonnez ? Vous renoncez à me soutenir ? Vous vous tournez contre moi ? Vous reconnaissez les droits de cet autre malgré mes volontés ?» Albert s'inclina. Il était réellement très beau d'émotion et de fermeté. « Ma résolution est irrévocablement arrêtée, » répondit-il. « Je ne consentirai jamais à dépouiller votre fils. »« Malheureux !» s'écria M. de Commarin. « Fils ingrat !» Sa colère était telle que, dans son impuissance à la traduire par des injures, il passa sans transition à la raillerie. « Mais non, continua-t-il, vous êtes grand, vous êtes noble, vous êtes généreux. C'est très chevaleresque ce que vous faites là, vicomte, je veux dire, cher monsieur Gerdy, et tout à fait dans le goût des hommes de Plutarque. Ainsi, vous renoncez à mon nom, à ma fortune, et vous partez. Vous allez secouer la poussière de vos souliers sur le seuil de mon hôtel et vous lancer dans le monde. Je ne vois pour vous qu'une difficulté. Comment vivrez-vous, monsieur le philosophe stoïque ? Auriez-vous un état au bout des doigts, comme l'Émile du sieur Jean-Jacques ? Ou bien, excellent monsieur Gerdy, avez-vous réalisé des économies sur les 4000 francs que je vous allouais par mois pour votre cire à moustache ? Vous avez peut-être gagné à la bourse ? Ah ça, mon nom vous semblait donc furieusement lourd à porter, que vous le jetiez là avec tant d'empressement ? La boue a donc pour vous bien des attraits que vous descendez si vite de voiture. Ne serait-ce pas plutôt que la compagnie de mes pères vous gêne et que vous avez hâte de dégringoler pour trouver des égaux ? Je suis bien malheureux, monsieur, répondit Albert à cette avalanche d'injures. Et vous m'accablez. Vous, malheureux, à qui la faute ? Mais j'en reviens à ma question. Comment et de quoi vivrez-vous ? Je ne suis pas si romanesque qu'il vous plaît de le dire, monsieur. Je dois avouer que, pour l'avenir, j'ai compté sur vos bontés. Vous êtes si riche que 500 000 francs ne diminueront pas sensiblement votre fortune, et avec les revenus de cette somme, je vivrai tranquille, sinon heureux. Et si je vous refusais cet argent ? Je vous connais assez, monsieur, pour savoir que vous ne le ferez pas. Vous êtes trop juste pour vouloir que j'expie seul des torts qui ne sont pas les miens. Livré à moi-même, j'aurai, à l'âge que j'ai, une position. Il est tard pour m'en créer une. J'y tâcherai pourtant. « Superbe !» interrompit le comte. « Il est superbe ! Jamais on n'a ouï parler d'un pareil héros de roman. Quel caractère ! C'est du romain tout pur, du spartiate endurci. C'est beau comme toute l'Antiquité. Cependant, dites-moi, qu'attendez-vous de ce surprenant désintéressement ? » « Rien, monsieur. » Le comte haussa les épaules en regardant ironiquement son fils. « La compensation est mince, fit-il. Est-ce à moi que vous pensez faire accroire cela ? Non, monsieur, on ne commet pas de si belles actions pour son plaisir. Vous devez avoir, pour agir si magnifiquement, quelques raisons qui m'échappent.
aucune autre que celle que je vous ai dite. Ainsi, c'est entendu, vous renoncez à tout. Vous abandonnez même vos projets d'union avec mademoiselle Claire d'Arlange. Vous oubliez ce mariage auquel pendant 2 ans je vous ai vainement conjuré de renoncer. Non, monsieur, j'ai vu mademoiselle Claire. Je lui ai expliqué ma situation cruelle. Quoi qu'il arrive, elle sera ma femme. Elle me l'a juré. Et vous pensez que madame d'Arlange donnera sa petite-fille au sieur Gerdy ? Nous l'espérons, monsieur. La marquise est assez entichée de noblesse pour préférer le bâtard d'un gentilhomme au fils de quelque honorable industriel. Si cependant elle refusait, eh bien, nous attendrions sa mort sans la désirer. Le ton toujours calme d'Albert transportait le comte de Comarin. « Et ce serait là mon fils !» s'écria-t-il. « Jamais ! Quel sang, monsieur, avez-vous donc dans les veines ? Seule votre digne mère pourrait le dire, si elle le sait elle-même, toutefois. »« Monsieur, » interrompit Albert d'un ton menaçant, « monsieur, mesurez vos paroles. Elle est ma mère, et cela suffit. Je suis son fils, et non son juge. Personne, devant moi, ne lui manquera de respect. Je ne le permettrai pas, monsieur. Je le souffrirai moins de vous que de tout autre. » Le comte faisait vraiment des efforts héroïques pour ne pas se laisser emporter par sa colère hors de certaines limites. L'attitude d'Albert le jeta hors de lui. Quoi ? Il se révoltait ? Il osait le braver en face ? Il le menaçait ? Le vieillard s'élança de son fauteuil et marcha sur son fils comme pour le frapper. « Sortez !» criait-il d'une voix étranglée par la fureur. « Sortez ! Retirez-vous dans votre appartement et gardez-vous d'en sortir sans mes ordres. Demain, je vous ferai connaître mes volontés. » Albert salua respectueusement, mais sans baisser les yeux, et gagna lentement la porte. Il l'ouvrait déjà, quand M. de Comarin eut un de ces retours si fréquents chez les natures violentes. « Albert, dit-il, revenez, écoutez-moi. » Le jeune homme se retourna, singulièrement touché de ce changement de ton. « Vous ne sortirez pas, reprit le comte, sans que je vous ai dit ce que je pense. Vous êtes digne d'être l'héritier d'une grande maison, monsieur. Je puis être irrité contre vous. Je ne puis pas ne pas vous estimer. Vous êtes honnête homme. Albert, donnez-moi votre main. » Ce fut un doux moment pour ces 2 hommes, et tel qu'ils n'en avaient guère rencontré dans leur vie réglée par une triste étiquette. Le comte se sentait fier de ce fils, et il se reconnaissait en lui tel qu'il était à cet âge. Pour Albert, le sens de la scène qu'il venait d'avoir avec son père éclatait à ses yeux. Il lui avait jusqu'alors échappé. Longtemps leurs mains restèrent unies, sans qu'ils eussent la force, ni l'un ni l'autre, de prononcer une parole. Enfin, M. de Comarin revint prendre sa place sous le tableau généalogique. « Je vous demanderai de me laisser, Albert, » reprit-il doucement. « J'ai besoin d'être seul pour réfléchir, pour tâcher de m'accoutumer au coup terrible. » Et comme le jeune homme refermait la porte, il ajouta, répondant à ses plus secrètes pensées. « Si celui-ci me quitte, en qui j'ai mis tout mon espoir, que deviendrai-je ? Oh mon Dieu ! Et que sera l'autre ?» Les traits d'Albert, lorsqu'il sortit de chez le comte, portaient la trace des violentes émotions de la soirée. Les domestiques devant lesquels il passa y firent d'autant plus attention qu'ils avaient entendu quelques éclats de la querelle. « Bon, disait un vieux valet de pied depuis 30 ans dans la maison, monsieur le comte vient encore de faire une scène pitoyable à son fils. Il est enragé, ce vieux-là. » « J'avais eu vent de la chose pendant le dîner, » reprit un valet de chambre. « Monsieur le comte se tenait à 4 pour ne pas parler devant le service. Mais il roulait des yeux furibonds. Que diable peut-il y avoir entre eux ? Est-ce qu'on sait ? Des bêtises, des riens, quoi. Monsieur Denis, devant qui il ne se cache pas, m'a dit que souvent ils se chamaillent des heures entières, comme des chiens, pour des choses qu'il ne comprend même pas. » « Ah !» s'écria un jeune drôle qu'on dressait pour l'avenir au service des appartements. « C'est moi qui, à la place de monsieur le vicomte, remercierais mon père un peu proprement. »« Joseph, mon ami, fit sentencieusement le valet de pied, vous n'êtes qu'un sot. »
Que vous envoyez promener votre papa, vous, c'est tout naturel. Vous n'attendez pas 5 sous de lui et vous savez déjà gagner votre pain sans travailler. Mais monsieur le vicomte, sauriez-vous me dire à quoi il est bon et ce qu'il sait faire? Mettez-le-moi au milieu de Paris avec ses 2 belles mains pour capitale, et vous verrez. Tiens, il a le bien de sa mère, riposta Joseph, qui était normand. Enfin, reprit le valet de chambre, je ne sais pas de quoi monsieur le comte peut se plaindre, vu que son fils est un modèle à ce point que je ne serais pas fâché d'en avoir un pareil. C'était une autre paire de manches quand j'étais chez le marquis de Courtivoie. En voilà un qui avait le droit de n'être pas content tous les matins. Son aîné, qui vient quelquefois ici, étant l'ami de monsieur le vicomte, est un vrai puissant fond pour l'argent. Il vous grille un billet de 1000 plus lestement que Joseph une pipe. Le marquis n'est pourtant pas riche, fit un petit vieux qui devait placer ses gages à la quinzaine. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Une 60aine de 1000 livres de rente, au plus. Au plus. C'est justement pour cela qu'il enrage. Tous les jours, c'est de nouvelles histoires au sujet de son aîné. Il a un appartement en ville, il rentre ou ne rentre pas, il passe les nuits à jouer et à boire, il fait une telle vie de polichinelle avec des actrices que la police est obligée de s'en mêler. Sans compter que moi qui vous parle, j'ai été plus de 100 fois forcé d'aider à le monter dans sa chambre et à le coucher, quand des garçons de restaurant le ramenaient à l'hôtel dans un fiacre, saoul à ne pas pouvoir dire « pain ». « Bigre !» s'exclama Joseph enthousiasmé. « Son service doit être crânement agréable à cet homme-là. » C'est selon. Quand il a gagné à la bouillotte, il se déboutonne volontiers d'un louis, mais il perd toujours. Et quand il a bu, il a la main prompte. Il faut lui rendre cette justice qu'il a des cigares fameux. Enfin, c'est un bandit, quoi. Tandis que monsieur le vicomte est une vraie fille pour la sagesse. Il est sévère pour les manquements, c'est vrai, mais pas rageur ni brutal avec les gens. Ensuite, il est généreux régulièrement, ce qui est plus sûr. Je dis donc qu'il est meilleur que le plus grand nombre et que monsieur le comte n'a pas raison. Tel était le jugement des domestiques. Celui de la société était peut-être moins favorable. Le vicomte de Commarin n'était pas de ces êtres banals qui jouissent du privilège assez peu enviable et, dans tous les cas peu flatteur, de plaire à tout le monde. Il est sage de se défier de ces personnages surprenants qu'exaltent les louanges unanimes. En y regardant de près, on découvre souvent que l'homme à succès et à réputation n'est qu'un sot, sans autre mérite que son insignifiance parfaite. La sottise convenable qui n'offusque personne, la médiocrité de bon ton qui n'effarouche aucune vanité, ont surtout le don de plaire et de réussir. Il est de ces individus qu'on ne peut rencontrer sans se dire « Je connais ce visage-là, je l'ai déjà vu quelque part ». C'est qu'ils ont la vulgaire physionomie de la masse. Bien des gens sont ainsi au moral. Parlent-ils? On reconnaît leur esprit. On les a déjà entendus. On sait leurs idées par cœur. Ceux-là sont bien accueillis partout, parce qu'ils n'ont rien de singulier et que la singularité, surtout dans les classes élevées, irrite et offense. On hait tout ce qui est différent. Albert était singulier, par suite très discuté et très diversement jugé. On lui reprochait les choses les plus opposées et des défauts si contradictoires qu'il semblait s'exclure. On lui trouvait, par exemple, des idées bien avancées pour un homme de son rang, et en même temps on se plaignait de sa morgue. On l'accusait de traiter avec une légèreté insultante les questions les plus sérieuses, pendant qu'on blâmait son affectation de gravité. On s'entendait assez bien cependant pour ne l'aimer guère, mais on le jalousait et on le craignait. Il portait dans les salons un air passablement maussade qu'on trouvait du plus mauvais goût. Forcé par ses relations, par son père, de sortir beaucoup, il ne s'amusait pas dans le monde et avait l'impardonnable tort de le laisser deviner. Peut-être avait-il été dégoûté par toutes les avances qui lui avaient été faites, par les prévenances un peu plates qu'on n'épargnait pas au noble héritier d'un des plus riches propriétaires de France. Ayant tout ce qu'il faut pour briller, il le dédaignait et ne prenait nulle peine pour séduire. Terrible grief! Il n'abusait d'aucun de ses avantages, et on ne lui connaissait pas d'aventure. Il avait eu, dans le temps, disait-on, un goût fort vif pour madame de Prony,
la plus laide peut-être, la plus méchante à coup sûr des femmes du faubourg. Et c'était tout. Les mères ayant une fille à placer l'avaient soutenue autrefois. Elle s'était tournée contre lui depuis 2 ans que son amour pour mademoiselle d'Arlange était devenu un fait notoire. Au club, on le plaisantait de sa sagesse. Il avait pourtant eu, comme les autres, ses veines de folie. Seulement, il s'était promptement dégoûté de ce qu'on est convenu d'appeler le plaisir. Le métier si noble de viveur lui avait paru très insipide et fatigant. Il n'estimait pas qu'il soit plaisant de passer les nuits à manier des cartes, et il n'appréciait aucunement la société des quelques femmes faciles qui, à Paris, font un nom à leur amant. Il disait qu'un gentilhomme n'est pas ridicule pour ne pas s'afficher avec des drôlesses dans les avant-scènes. Enfin, jamais ses amis n'avaient pu lui inoculer la passion des chevaux de course. Comme l'oisiveté lui pesait, il avait essayé, ni plus ni moins qu'un parvenu, de donner par le travail un sens à sa vie. Il comptait plus tard prendre part aux affaires publiques, et comme souvent il avait été frappé de la crasse ignorance de certains hommes qui arrivent au pouvoir, il ne voulait pas leur ressembler. Il s'occupait de politique, et c'était la cause de toutes ses querelles avec son père. Le seul mot de libéral faisait tomber le comte en convulsions, et il soupçonnait son fils de libéralisme depuis certains articles publiés par le vicomte dans la revue des Deux Mondes. Ces idées ne l'empêchaient pas de tenir grandement son rang. Il dépensait le plus noblement du monde le revenu que lui assignait son père, et même un peu au-delà. Sa maison, distincte de celle du comte, était ordonnée comme le doit être celle d'un gentilhomme très riche. Ses livrées ne laissaient rien à désirer, et on citait ses chevaux et ses équipages. On se disputait les lettres d'invitation pour les grandes chasses que tous les ans, vers la fin d'octobre, il organisait à Commarin, propriété admirable, entourée de bois immenses. L'amour d'Albert pour mademoiselle d'Arlange, amour profond et réfléchi, n'avait pas peu contribué à l'éloigner des habitudes et de la vie des aimables et élégants oisifs, ses amis. Un noble attachement est un admirable préservatif. En luttant contre les désirs de son fils, M. de Commarin avait tout fait pour en augmenter l'intensité et la durée. Cette passion contrariée fut pour le vicomte la source des émotions les plus vives et les plus fortes. L'ennui fut banni de son existence. Toutes ses pensées prirent une direction constante, toutes ses actions eurent un but unique. S'arrête-t-on à regarder à droite et à gauche quand, au bout du chemin, on aperçoit la récompense ardemment souhaitée? Il s'était juré qu'il n'aurait pas d'autre femme que Claire. Son père repoussait absolument ce mariage. Les péripéties de cette lutte si palpitante pour lui remplissaient ses journées. Enfin, après 3 ans de persévérance, il avait triomphé. Le comte avait consenti. Et c'est alors qu'il était tout entier au bonheur du succès que Noël était arrivé, implacable comme la fatalité, avec ses lettres maudites. C'est vers Claire encore que volait la pensée d'Albert en quittant M. de Commarin et en remontant lentement l'escalier qui conduisait à ses appartements. Que faisait-elle à cette heure? Elle songeait à lui, sans doute. Elle savait que ce soir-là même, ou le lendemain au plus tard, aurait lieu la crise décisive. Elle devait prier. En ce moment, Albert se sentait brisé. Il souffrait. Il avait des éblouissements, la tête lui semblait près d'éclater. Il sonna et demanda du thé. « Monsieur le vicomte a bien tort de ne pas envoyer chercher le docteur, » lui dit son valet de chambre. « Je devrais désobéir à monsieur et l'aller chercher. »« Ce serait bien inutile, » répondit tristement Albert. « Il ne pourrait rien contre mon mal. » Au moment où le domestique se retirait, il ajouta « Ne dites rien à personne que je suis souffrant, Lubin, cela ne sera rien. Si je me trouvais plus indisposé, je sonnerais. » C'est qu'en ce moment, voir quelqu'un, entendre une voix, être obligé de répondre lui paraissait insupportable. Il lui fallait le silence pour s'écouter. Après les cruelles émotions de son explication avec son père, il ne pouvait songer à dormir. Il ouvrit une des fenêtres de la bibliothèque et s'accouda sur la balustrade. Le temps s'était remis au beau et il faisait un clair de lune magnifique. Vu à cette heure, aux clartés douces et tremblantes de la nuit, les jardins de l'hôtel paraissaient immenses. La cime immobile des grands arbres se déroulait comme une plaine immense cachant les maisons voisines.
Les corbeilles du parterre, garnies d'arbustes verts, apparaissaient comme de grands dessins noirs, tandis que dans les allées soigneusement sablées scintillaient les débris de coquilles, les petits morceaux de verre et les cailloux polis. À droite, dans les communs, encore éclairés, on entendait aller et venir les domestiques. Les sabots des palefreniers sonnaient sur le bitume de la cour. Les chevaux piétinaient dans les écuries, et on distinguait le grincement de la chaîne de leur licol glissant le long des tringles du râtelier. Dans les remises, on dételait la voiture qu'on tenait prête toute la soirée pour le cas où le comte voudrait sortir. Albert avait là, sous les yeux, le tableau complet de sa magnifique existence. Il soupira profondément. « Fallait-il donc perdre tout cela ?» murmura-t-il. « Déjà, pour moi seul, je n'aurais pu abandonner sans regret tant de splendeur. Le souvenir de Claire m'aura désespéré. N'ai-je pas rêvé pour elle une de ces vies heureuses et exceptionnelles, presque impossibles sans une immense fortune ?» Minuit sonna à Sainte-Clotilde, dont il pouvait, en se penchant un peu, apercevoir les flèches jumelles. Il frissonna, il avait froid. Il referma sa fenêtre et vint s'asseoir près du feu qui l'aviva. Dans l'espoir d'obtenir une trêve de ses pensées, il prit un journal du soir, le journal où était relaté l'assassinat de la jonchère. Mais il lui fut impossible de lire. Les lignes dansaient devant ses yeux. Alors il songea à écrire à Claire. Il se mit à table et écrivit « Ma Claire bien-aimée ». Il lui fut impossible d'aller plus loin. Son cerveau bouleversé ne lui fournissait pas une phrase. Enfin, à la pointe du jour, la fatigue l'emporta. Le sommeil le surprit sur un divan où il s'était jeté. Un sommeil lourd, peuplé de fantômes. À 9h30 du matin, il fut éveillé en sursaut par le bruit de la porte s'ouvrant avec fracas. Un domestique entra, tout effaré, si essoufflé d'avoir monté les escaliers 4 à 4, qu'à peine il pouvait articuler un son. « Monsieur, disait-il, monsieur le vicomte, vite, partez, cachez-vous, sauvez-vous, les voilà, c'est le... » Un commissaire de police, ceint de son écharpe, parut à la porte de la bibliothèque. Il était suivi de plusieurs hommes, parmi lesquels on apercevait, se faisant aussi petit que possible, le père Tabaret. Le commissaire s'avança jusqu'à Albert. « Vous êtes, lui demanda-t-il, Guy-Louis Barry Albert de Rétaux de Comarin ?»« Oui, monsieur. » Le commissaire étendit la main en même temps qu'il prononçait la formule sacramentelle. « Monsieur de Comarin, au nom de la loi, je vous arrête. »« Moi, monsieur, moi ?» Albert, arraché brusquement à des rêves pénibles, paraissait ne rien comprendre à ce qui se passait. Il avait l'air de se demander « Suis-je bien éveillé ? N'est-ce pas un odieux cauchemar qui se continue ?» Et il promenait un regard stupide à force d'étonnement du commissaire de police à ses hommes et au père Tabaret, qui se tenait comme en arrêt devant lui. « Voici le mandat », ajouta le commissaire en développant un papier. Machinalement, Albert y jeta un coup d'œil. « Claudine assassinée ?» s'écria-t-il. Et très bas, mais assez distinctement encore pour être entendu du commissaire de police, d'un agent et du père Tabaret, il ajouta « Je suis perdu ». Pendant que le commissaire de police remplissait les formalités de l'interrogatoire sommaire qui suit immédiatement toutes les arrestations, les estaffiers s'étaient répandus dans l'appartement et procédaient à une minutieuse perquisition. Ils avaient reçu l'ordre d'obéir au père Tabaret, et c'était le bonhomme qui les guidait dans leurs recherches, qui leur faisait fouiller les tiroirs et les armoires et déranger les meubles. On saisit un assez grand nombre d'objets à l'usage du vicomte, des titres, des manuscrits, une correspondance très volumineuse. Mais c'est avec bonheur que le père Tabaret mit la main sur certains objets qui furent soigneusement décrits dans leur ordre au procès-verbal. 1. Dans la première pièce, servant d'entrée, garnie de toutes sortes d'armes, derrière un divan, un fleuret cassé. Cette arme a une poignée particulière, et comme il ne s'en trouve pas dans le commerce. Elle porte une couronne de comte avec les initiales AC. Ce fleuret a été brisé par le milieu et le bout n'a pu être retrouvé. Le sieur Comarin, interpellé, a déclaré ne savoir ce qu'est devenu ce bout. 2. Dans un cabinet servant de vestiaire,
un pantalon de drap noir encore humide, portant des traces de boue ou plutôt de terre. Tout un décoté a des empreintes de mousse verdâtre, comme il en vient sur les murs. Il présente sur le devant plusieurs éraillures et une déchirure de 10 centimètres environ au genou. Le susdit pantalon n'était pas accroché au porte-manteau. Il paraissait avoir été caché entre 2 grandes malles pleines d'effets d'habillement. 3. Dans la poche du pantalon ci-dessus décrit a été trouvée une paire de gants gris-perle. La paume du gant droit présente une large tache verdâtre produite par de l'herbe ou de la mousse. Le bout des doigts a été comme usé par un frottement. On remarque sur le dos des 2 gants des éraillures paraissant avoir été faites par des ongles. 4. 2 paires de bottines, dont une, bien que nettoyée et vernie, encore très humide. Un parapluie récemment mouillé, dont le bout est taché de boue blanche. 5. Dans une vaste pièce dite la bibliothèque, une boîte de cigares nommée Trabuco, et sur la cheminée divers porte-cigares en ambre et en écume de mer. Ce dernier article enregistré, le père Tabaret s'approcha du commissaire de police. « J'ai tout ce que je pouvais désirer, » lui dit-il à l'oreille. « Moi, j'ai fini, » répondit le commissaire. « Il ne sait pas se tenir, ce garçon. Vous avez entendu ? Il s'est vendu du premier coup. Après ça, vous me direz, le manque d'habitude. » Dans la journée, reprit toujours à voix basse l'agent volontaire, il n'aurait pas été mou comme cela. Mais le matin, réveillé en sursaut, il faut toujours servir les gens à jeun au saut du lit. J'ai fait parler 3 ou 4 domestiques. Leurs dépositions sont singulières. Très bien, on verra. Je cours, moi, trouver monsieur le juge d'instruction qui attend les pieds dans le feu. Albert commençait à revenir un peu de la stupeur où l'avait plongé l'entrée du commissaire de police. « Monsieur, lui demanda-t-il, me sera-t-il permis de dire devant vous quelques mots à monsieur le comte de Commarin ? Je suis victime d'une erreur qui sera vite reconnue. »« Toujours des erreurs, » murmura le père Tabaret. « Ce que vous me demandez n'est pas possible, » répondit le commissaire. « J'ai des ordres spéciaux les plus sévères. Vous ne devez désormais communiquer avec âme qui vive. Nous avons une voiture en bas, si vous voulez descendre. » En traversant le vestibule, Albert put remarquer l'agitation des gens. Ils avaient tous l'air d'avoir perdu la tête. Monsieur Denis donnait des ordres d'une voix brève et impérative. Enfin, il crut entendre que le comte de Commarin venait d'être frappé d'une attaque d'apoplexie. On le porta presque dans le fiacre, qui partit au trot de ses 2 petites rosses. Une voiture plus rapide emportait le père Tabaret.